je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous retrouver ce matin encore, où je vais vous présenter un autre hors-série. Eh bien, nous sommes toujours au mois d'août, le mois d'août qui tire à sa fin, et c'est un mois tellement riche en événements internationaux, en événements qui ont un impact durable sur l'histoire des humains, en événements qui ont un impact durable sur l'histoire des relations entre les peuples noirs esclavagisés, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, nous en parlerons, et les Européens chrétiens qui ont réduit donc en état de choses nos ancêtres. Donc c'est donc un mois si riche en événements que je n'ai qu'à plonger la main dans ce mois et sortir avec un sujet pour en faire un hors-série. Eh bien aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est fait dans la nuit du 21 au 22 août 1791. On met régulièrement l'accent, on met beaucoup d'emphase sur ce qui s'est produit le 14 août. J'ai produit un hors-série là-dessus, intitulé du rôle des élites dans la révolution, du rôle des élites dans les changements, n'est-ce pas, sociaux. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler du 21 au 22 août 1791, ce qui s'est produit cette nuit-là. Effectivement, c'est un sujet que l'on n'aime pas aborder parce qu'on se dit c'est un sujet polarisant. Nos anciens oppresseurs et oppresseurs d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur rappelle ce qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 août. Et même nous, qui sommes les descendants des opprimés, nous en sommes venus à être gênés de rappeler ce qui s'était passé comme si c'était une faute que nos ancêtres ont commise lorsqu'ils ont déclenché le soulèvement général dans la nuit du 21 au 22 août. Et pourtant, il faut en parler car dans cette nuit se trouve un condensé de ce qu'il faut faire pour nous libérer de nos fers d'aujourd'hui.
en sorte que le hors-série d'aujourd'hui n'aura pas le choix que de jeter un nouvel éclairage sur l'actualité, car nos fers sont encore là, nos oppresseurs sont encore là, les changements auxquels aspiraient et après lesquels soupiraient nos ancêtres ne sont toujours pas réalisés. Et pourtant, dans ce qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 août, il y a quant à moi des recettes transférables, il y a des recettes transposables à la réalité d'aujourd'hui, autant de leçons que nous allons tenter de tirer de ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 août 1791. J'espère donc que vous nous accorderez toute votre attention. Pour ce faire, vous connaissez le rituel, je vous veux donc éveiller et pour y arriver, offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder vif d'esprit, car aujourd'hui, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Avant la pause, on s'était promis de parler de ce qui s'est produit dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Je vais faire un peu de contexte, comme on dit aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas nécessairement férus d'histoire de l'esclavage dans les Caraïbes, car l'histoire d'Haïti n'est pas confinée à Haïti. Ce qui s'est produit à Haïti va avoir une répercussion partout ailleurs. Donc on va essayer de faire un peu de contexte, de telle sorte qu'au moment où nous allons vous parler du 21 au 22 août 1791, vous puissiez voir, si vous voulez rapidement, des liens qu'on peut établir entre le 21-22 août 1791 et nos diverses réalités d'aujourd'hui. On se souvient que dans la nuit du 14 août 1791, donc 8 jours avant, nos ancêtres, alors réduits en esclavage depuis le XVIe siècle, n'est-ce pas, dans la colonie domingoise, d'abord par les Espagnols, ensuite par les Français, qui se sont séparés l'île après avoir tué, après avoir exterminé, n'est-ce pas, les autochtones qui y vivaient, entendons les Taïnos, les Arawaks. Et donc, ils se sont entendus par le traité de Ryswick de se partager l'île, hein, comme ils se sont partagés le monde. Hein. Les Européens chrétiens se disent que l'univers est à eux et ils ont le droit d'entrer comme ça partout, voler la terre des gens, réduire les autres en esclavage. Alors, les Espagnols et les Français ont fait cela à Haïti, qu'ils allaient transformer en Saint-Domingue d'une part et Santo Domingo d'autre part. Et donc, je disais, depuis le XVIe siècle, donc, ils importaient nos ancêtres dans cette colonie pour y travailler comme esclaves. Et pour eux, les Européens chrétiens, c'était une affaire réglée. C'était une affaire réglée parce que tout était mis à profit dans cette infernale machine qu'est l'esclavage. La religion, l'Église était là pour endormir les gens, pour leur dire d'accepter leur sort comme étant la volonté de Dieu, la fameuse malédiction de Cam, qu'ils devaient rester soumis au maître
car dans l'au-delà, Dieu réparait les torts. La science était mise à profit en disant, écoutez, qu'il y a plusieurs races et que de ces races, il y en a qui sont supérieures et cela va sans dire d'autres qui sont inférieures. Et quand on parle de race inférieure, eh bien, la plus basse de toutes, celle qui se trouve au bas de l'échelle, c'est ce qu'enseignait la science, n'est-ce pas? C'était les peuples noirs. Eh bien, l'armée, c'est-à-dire les armes, étaient également mises à contribution dans cette machine infernale. Il y avait l'armée, il y avait la maréchaussée, il y avait la police et enfin, il y avait, si vous voulez, toutes sortes d'idéologues, de doctrinaires qui devaient s'assurer que cet état de choses qu'on appelle l'esclavage ne changeât jamais. Et voilà qu'en France, il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la suite de laquelle il y aura donc cette fameuse Révolution française de 1789. Et dans la colonie, chaque groupe social, entendons les Blancs, entendons les affranchis, entendons les esclaves, chaque groupe donc va tenter de s'approprier cette Déclaration universelle des droits de l'homme à son avantage. Bon. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60$. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50$. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10$ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Du côté des Blancs, il y a les grands planteurs qui, eux, voulaient faire commerce avec tout le monde. Ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait une espèce de loi qu'on appelle le pacte de l'exclusif, pacte conçu par Colbert, alors ministre des Finances en France, qui dit non, la colonie n'existe que pour la métropole. Ce qui se produit dans la colonie doit être exclusivement vendu dans la métropole et on ne doit produire dans la colonie que ce dont la métropole a besoin. Et c'est aussi la métropole qui fixe les prix, qui fixe les conditions de change. Et les Blancs, les grands planteurs, qui avaient de grandes plantations sur lesquelles travaillaient des esclaves, voulaient faire commerce avec, n'est-ce pas, d'autres pays.
Les grands planteurs blancs voulaient faire commerce, exemple, avec les Américains. Les grands planteurs blancs voulaient pouvoir exporter leurs produits dans des colonies anglaises comme n'est-ce pas, la Jamaïque. Les grands planteurs blancs voulaient exporter leurs produits, n'est-ce pas, dans des colonies espagnoles, à commencer par l'île voisine, Santo Domingo, ou bien Cuba. Sauf que le pacte de l'exclusif ne le permettait pas. Et les Blancs vont chercher à tirer profit de la Révolution française qui venait, n'est-ce pas, d'éclater pour changer les choses à Saint-Domingue. Et ils étaient prêts, si jamais leur desiderata n'était pas entendu, si jamais leurs revendications n'étaient pas satisfaites, ils étaient même prêts à rompre littéralement les amarres avec la France. Beaucoup de Blancs cherchaient à faire alliance avec les Britanniques, ils cherchaient à faire alliance, n'est-ce pas, avec les Américains, et donc il va résulter de cela une guerre civile entre les Blancs. Certains Blancs qui voulaient le statu quo, qui dit écoutez, qui disaient que non, les choses telles qu'elles sont nous conviennent. Et ces Blancs-là, c'était souvent des hauts fonctionnaires de la France qui, eux, tiraient des avantages de la constitution actuelle. Et d'autres Blancs, entre autres les grands planteurs qui voulaient changer les choses, qui voulaient avoir, si vous voulez, le droit de représenter la colonie en métropole, car c'est souvent la métropole qui dépêchait ses représentants dans la colonie et les coloniaux, pour les appeler ainsi, ne pouvaient pas avoir de représentants à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, en France. Eh bien, ils voulaient changer ça et d'autres, n'est-ce pas, tenaient au statu quo et donc il va résulter un clash, une guerre civile qu'on va appeler la guerre des pompons rouges versus les pompons blancs, donc ceux qui étaient pour le changement versus ceux qui étaient pour le statu quo. Et donc, il y a une première tentative de s'approprier les avantages de la Révolution française. Et vous notez que personne parmi les Blancs ne souhaite autre chose que des petits changements cosmétiques comme pouvoir faire commerce avec les autres. Des petits changements cosmétiques comme pouvoir se faire représenter, donc envoyer des députés en France. Le sort des affranchis ne les concernait pas et le sort des esclaves encore moins ne les concernait pas. Le deuxième groupe social qui a voulu tirer avantage de la Révolution française, mais c'est les affranchis. Ils sont pour la plupart riches, ils sont pour la plupart éduqués, ils ont les moyens, n'est-ce pas, de tirer avantage économiquement dans la colonie, puisque un quart des esclaves appartenaient aux affranchis, entendons les mulâtres, n'est-ce pas, les anciens libres, sauf que eux, leur problème, c'était l'égalité avec les Blancs. Puisque la Déclaration universelle des droits et du citoyen faisait de tous les humains des égaux et de tous ceux qui vivaient sur une colonie française des Français sans aucune autre forme de procès, eh bien ceux-là, les affranchis, eh bien ils lançaient un mouvement pour, si vous voulez, accéder à l'égalité au niveau des droits avec les Blancs. C'est tout ce qui les concernait. Ils avaient énormément de privilèges économiques, ils avaient énormément de privilèges en matière d'instruction, mais ce qui leur manquait, c'était l'égalité avec les Blancs. Et donc, eux, ils ont lancé un mouvement pour avoir l'égalité avec les Blancs. Ils ont même eu en France, si vous voulez, un lobby. N'est-ce pas? Ils ont pu compter sur des lobbyistes, le Club des Habinés Noirs, qui faisait pour eux la promotion de l'égalité des gens de couleur avec, n'est-ce pas, les Blancs. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions
concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Et malheureusement, les Blancs n'étaient pas ouverts à céder ne fût-ce qu'un pouce de leurs privilèges. Pour eux, n'est-ce pas, la colonie devrait être régulée sur la base de la couleur de la peau. Vous étiez blanc, vous aviez tous les privilèges. Vous étiez foncé, vous n'aviez aucun privilège. Et lorsque vous vous retrouviez entre les deux, vous avez un petit peu de droits, mais pas tous les droits, puisque la colonie était réglée sur la base de la couleur de la peau. Tandis que les affranchis, eux, ils voulaient qu'on règle la question sur la base de la propriété d'esclaves. Si bien que lorsque les Auger et Chavannes, n'est-ce pas, ont lancé ce mouvement de soulèvement des affranchis, la ligne de démarcation qu'ils ont tracée, c'est la suivante. Dans la colonie, il ne devrait y avoir qu'une seule distinction. Être propriétaire d'esclaves, on a tous les droits. Ou n'être pas propriétaire, c'est-à-dire être esclave, on n'a aucun droit. Et vous notez que les affranchis, les mulâtres, même s'ils sont fils de blancs, mais également de négresses, eh bien le sort des nègres, le sort des noirs ne les préoccupait pas. Ils voulaient une réforme pour avoir accès à l'égalité des droits avec les blancs. C'est tout ce qui les intéressait. Et si les Blancs concédaient, n'est-ce pas, cette égalité, eh bien, ce serait fait des esclaves. Ils n'avaient aucun souci, ils n'avaient aucun intérêt dans l'abolition de l'esclavage, puisque, comme je vous le dis, le quart des esclaves leur appartenait et ils tiraient des avantages économiques du système esclavagiste, même si leurs mères étaient des esclaves. Et il y avait le troisième et dernier groupe, les esclaves, qui, eux, se trouvaient au bas de l'échelon social. Ils ont beau être très nombreux. On parle de 450 000 à 500 000 esclaves dans la colonie, mais ils étaient considérés comme des choses. Eh bien, eux aussi vont tirer avantage de ce qui se passe en France. Il faut comprendre que souvent, lors d'une révolution, il faut un élément déclencheur. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Quelque chose qui se passe, n'est-ce pas, dans un pays lointain peut avoir de grandes répercussions dans un autre pays, car tout à coup, ça réveille, n'est-ce pas, les consciences d'un autre peuple, ça réveille les consciences d'une autre population. Eh bien, ce qui s'est passé en France, la métropole, a eu des répercussions dans la colonie parce que on parlait d'égalité, on parlait de droits de l'homme, on parlait de république, on parlait de faire sauter les privilèges. Eh bien, les Blancs, eux, disent, écoutez, on doit faire sauter les privilèges qu'on accordait aux gens de la métropole, tandis que nous, qui vivons dans la colonie, on subit le pacte de l'exclusif. Les affranchis disent non, il nous faut faire sauter, n'est-ce pas, les brimades, les barrières qu'on nous impose. Nous voulons avoir l'égalité des droits avec les Blancs. Et les esclaves, eux, on les sous-estime. Parce qu'on se dit, écoutez, ça fait plusieurs siècles qu'ils sont là-dedans. C'est vrai que de temps en temps, il y a une petite tentative de révolte, mais c'est vite réglé par la répression. C'est pas tellement les esclaves qu'il faut craindre, puisque l'Église leur dit de se soumettre, puisque les bras armés, l'armée justement, la police, la maréchaussée veillent au grain. C'est pas tellement les Noirs qu'il faut craindre que les foutus affranchis qui veulent tout renverser dans la colonie. Ah, c'était littéralement sous-estimer le sens de la combativité de nos ancêtres qui attendaient le bon moment pour lancer un soulèvement qui allait être transformé en révolution.
Et donc, on se souvient, le 14 août, après avoir bien préparé, minutieusement, comme je vous l'ai enseigné, n'est-ce pas, ce congrès qui devait se dérouler dans la nuit du 14 août, après s'être assuré de choisir les têtes de pont sans se faire remarquer par les espions français, sans, si vous voulez, soulever, n'est-ce pas, la méfiance, tout en trompant donc la vigilance des maîtres, tromper la vigilance des chiens renifleurs, pouvoir se réunir de nuit, sans se faire remarquer par les maîtres, etc., eh bien, ils ont décidé que 8 jours plus tard, soit dans la nuit du 21 au 22 août, ça allait être le soulèvement général et le soulèvement définitif. Imaginez, les amis, imaginez. Après plus de 200 ans d'esclavage, après plus de 200 ans de servitude, eh bien, les leaders des Noirs, après s'être concertés, après avoir préparé de longue main, si vous voulez, le soulèvement dont je vais vous parler, se sont dit, ça y est, on a eu notre pacte à Bois-Caïman le 14 août, 8 jours plus tard, il faut passer à l'action. L'action ici en question, c'est de mettre le feu, c'est d'attaquer l'oppresseur là où ça fait mal. Je reprends. L'action ici consiste à attaquer l'oppresseur là où ça fait mal. Vous savez, j'écoute souvent avec un rire moqueur le vocabulaire à la fois des journalistes, le vocabulaire des gens en Occident. Exemple, en Occident, quelqu'un qui se bat pour ses droits, qui se bat pour la libération de son pays, on dit de lui qu'il est un patriote. Waouh! Puisqu'il est un patriote, ça vient avec l'honneur, ça vient avec le respect, car il n'y a rien de plus noble que de se battre pour sa patrie. C'est un patriote. OK. Quand il s'agit de quelqu'un qui se bat pour ses droits dans un pays non occidental, le vocabulaire change. On l'appelle un terroriste, on l'appelle un nationaliste, on l'appelle un radical. Ah, vous savez, un tel s'est radicalisé, un tel utilise désormais la violence, etc. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, si vous prenez un peu de hauteur, n'est-ce pas, et que vous compariez les deux événements, vous allez voir maintenant, tout ce qui est différent, c'est que un se trouve en Occident, auquel cas l'appelle-t-on patriote, l'autre se trouve dans un pays non occidental, auquel cas l'appelle-t-on un radical, l'appelle-t-on un violent, l'appelle-t-on un nationaliste. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain.
Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60$. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50$. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10$ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Et c'est là où j'aime citer Jean-Jacques Dessalines qui a dit, écoutez, que m'importe le jugement que portera sur moi l'histoire, que m'importe le jugement que portera sur moi la postérité, pourvu que je libère mon peuple, pourvu que je libère mon pays. Et donc, dans la nuit du 21 au 22 août, indépendamment du jugement que l'histoire allait porter, n'est-ce pas, sur nos ancêtres, ils ont dit, pour nous libérer, nous devons attaquer l'oppresseur là où ça fait mal. Quand vous reprenez l'histoire générale, comparez l'histoire des peuples, on peut parler des États-Unis, avec ce fameux soulèvement, n'est-ce pas, qui a eu lieu et qui va donner naissance à la Révolution américaine. Mais que faisaient ce qu'on appelait les provinciaux, les coloniaux? Ils se battaient pour leurs droits. Ils disaient, écoutez, nous avons trop d'impôts à payer, tandis que nous n'avons même pas de représentants à Londres. Et ils ont établi ce principe, si on n'a pas de représentants à Londres, eh bien, ils ne doivent pas non plus, eux, à Londres, nous taxer. No representation, no taxation. Si on n'a pas de représentant là-bas pour parler en nos noms, eh bien, nous n'allons pas payer non plus des impôts. Et là, de cela va résulter une révolte qui conduira à terme, n'est-ce pas, à la Révolution américaine en 1776. Ce fut la même chose dans la France métropolitaine. Eh bien, quand on veut changer les choses, il faut attaquer l'oppresseur là où ça fait mal. Le roi Georges avait besoin de ces impôts-là pour continuer, n'est-ce pas, à mener sa politique impériale en tant que roi, n'est-ce pas, de l'Empire britannique. Eh bien, les Américains ont dit, si nous voulons provoquer un changement véritable, nous devons attaquer l'oppresseur là où ça fait mal. Eh bien, nos ancêtres ont compris cela. L'esclavage est d'abord un système économique. Si la religion est mise à profit, c'est pour l'argent. Si la science est mise à profit, c'est pour le profit. Si l'armée est mise à profit, c'est pour les avantages économiques. Les esclaves ont eu cette intuition, ils ont eu cette intelligence, n'est-ce pas, politique. Si l'on veut mener un combat qui va aboutir, un combat qui va conduire à la victoire, nous devons attaquer nos oppresseurs là où ça fait mal. On ne va pas faire une marche pour dire à l'oppresseur, on ne veut plus être esclave. On ne va pas écrire des pétitions pour dire à l'esclavagiste qu'il est dur avec nous. Non, l'esclavagiste se trouve dans la colonie pour faire de l'argent. Il a investi dans des plantations parce qu'il veut faire de l'argent. Il a des industries sucrières parce qu'il veut faire de l'argent. Il a des plantations de canne à sucre parce qu'il veut faire de l'argent. Il a de l'indigo parce qu'il veut faire de l'argent. Alors si nous voulons changer les choses, c'est clair, nous devons frapper l'ennemi là où ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Dans le profit. Nous allons foutre le feu partout.
Je suis historien de formation. Aujourd'hui, on parle de l'État d'Israël comme un État de droit. Vraiment. A contrario, on va parler des Palestiniens comme des terroristes. Oh là là, que le mot change de place. Eh bien, vous savez, dans les années qui ont précédé la reconnaissance officielle d'Israël par l'Assemblée générale des Nations unies, les Ben Gurion de ce monde-là, les premiers Israélites qui ont lutté pour avoir une portion de terre qu'ils allaient appeler leur pays, ils ne l'ont pas fait en faisant des marches. Ils ne l'ont pas fait en écrivant des pétitions. Ils ne l'ont pas fait, n'est-ce pas, en envoyant des lettres à l'Assemblée générale des Nations unies. Comment ont-ils réussi? Ils ont posé des bombes. Ils ont fait sauter des stations d'essence appartenant aux Britanniques parce que cette région-là était sous le protectorat anglais depuis au moins la Première Guerre mondiale. Et les Israéliens, les sionistes, comme on les appelait, ceux qui voulaient un retour vers Sion, entendant Israël, ils ont dit, écoutez, ce n'est pas en écrivant des lettres qu'on va changer les choses, ce n'est pas en écrivant des pétitions qu'on va changer les choses, ce n'est pas en organisant des marches qu'on va changer les choses, on va changer les choses en posant des bombes, on va changer des choses en faisant sauter des stations d'essence, on va changer des choses en faisant mal à nos oppresseurs là où ça compte. C'est un principe qui ne change pas, les amis. L'oppresseur dispose d'un plus grand arsenal que l'opprimé. L'oppresseur dispose d'un plus grand réseau d'espions que l'opprimé. L'oppresseur dispose d'une machine de propagande pour infléchir, si vous voulez, l'opinion. Il dispose de ses propres organes de presse. Ils ont, ces oppresseurs-là, les journalistes dans leur poche. Et quand l'opprimé doit provoquer une révolution, il n'a pas le choix. Il faut qu'il frappe l'oppresseur là où ça fait mal. Retenez bien cela. Si vous voulez changer une chose dans vos pays respectifs, identifiez ce qui est important pour votre oppresseur, frappez-le là où ça fait mal. OK? Moi, je ris de temps en temps quand je vois des gens organiser des marches, surtout dans les pays où on a faim. Parce que l'oppresseur, lui, il va nous attendre, n'est-ce pas, à l'usure. Il sait qu'on va marcher un jour, on va marcher 2 ou 3 jours et on va devoir s'arrêter pour aller se ravitailler. Et déjà qu'on n'a pas de grands moyens pour se ravitailler, eh bien, il se frotte les mains, il dit, écoutez, on va les laisser marcher pendant 2 ou 3 jours, mais au 4e jour, ils vont être fatigués et ça va être business as usual. Imaginez, là, si les leaders de nos ancêtres organisaient une marche dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Les esclavagistes, donc les Blancs, Européens chrétiens, leur auraient envoyé aux trousses des membres de la maréchaussée. Ils leur auraient envoyé aux trousses des policiers. Ils leur auraient envoyé aux trousses, n'est-ce pas, des chiens renifleurs, des bulldogs mangeurs de nègres. Et en très peu de temps, on aurait mis fin à la marche. Et ils seraient, ces maîtres d'esclaves-là, encore plus durs vis-à-vis des esclaves. Parce qu'ils ont osé demander par une marche, par une manifestation, que les choses changent. Quand on veut que les choses changent, on frappe l'ennemi ou l'oppresseur là où ça fait mal. Vous savez, souvent, on établit si vous voulez, une comparaison très simpliste, très superficielle entre Malcolm X, qui voulait une lutte armée, et Martin Luther King, qui était pour, si vous voulez, un moyen pacifique. Souvent, on va comparer très maladroitement Gandhi, n'est-ce pas, qui est l'apôtre, si vous voulez, des luttes non armées, des luttes pacifiques, à un autre Malcolm X. Pas du tout. Il ne faut pas sombrer dans ces simplicités-là, dans ces simplismes-là.
Gandhi, lui aussi, a frappé l'oppresseur là où ça fait mal. Lorsqu'il a déclaré que désormais, on n'allait plus consommer, si vous voulez, le sel produit par les Anglais. Eh bien, il a frappé au cœur même de l'économie anglaise. Martin Luther King et avec lui, n'est-ce pas, Rosa Parks a frappé l'ennemi là où ça fait mal lorsqu'ils ont déclenché, si vous voulez, cette grève, n'est-ce pas, au terme de laquelle les Noirs allaient refuser de prendre l'autobus. Mais en refusant de prendre l'autobus, en allant au travail à pied, ça veut dire que désormais, on n'allait plus acheter des billets dans le transport en commun. Donc, c'est un manque à gagner pour l'ennemi. Et quand on frappe l'ennemi là où ça fait mal, les choses changent. Et donc la première chose qu'il faut faire quand on veut changer les choses, quand on veut briser les chaînes, quand on veut faire une révolution, identifier ce qui est important pour l'ennemi et frapper-le là où ça fait mal. Nos ancêtres ont compris cela. S'il y a esclavage, c'est pour faire de l'argent. S'il y a plantation, c'est pour faire de l'argent. S'il y a sucrerie, c'est pour faire de l'argent. S'il y a champ de coton, champ d'indigo, c'est pour faire de l'argent. Si on envoie des prêtres, n'est-ce pas, catéchiser les esclaves, c'est pour qu'ils soient encore plus rentables. Alors, c'est pas compliqué. Si on veut provoquer un changement dans la colonie, on va foutre le feu dans les plantations et faire mal aux oppresseurs. Je peux m'empêcher d'établir déjà une comparaison entre ce qui s'est fait dans la nuit du 21 au 22 août 1791 et ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Je disais donc que je ne peux m'empêcher d'établir la comparaison. D'un côté, dans la nuit du 21 au 22 août 1791, nos ancêtres ont compris cela. Imaginez, hein? Des gens qu'on prenait pour des sous-hommes, des gens qu'on prenait pour des choses, des gens dont on disait qu'ils sont aux 3/4 des singes et avec un peu d'espoir, ils n'ont qu'un quart d'intelligence humaine. Ils ont compris que la seule façon de faire une révolution, c'est d'attaquer l'ennemi là où ça fait mal. Aujourd'hui, et là nous étions au XVIIIe siècle, aujourd'hui au XXIe siècle, en Haïti ou ailleurs en Afrique, les gens pensent qu'ils peuvent faire des marches et à la suite de la marche, tout à coup les choses changeraient. Que vous êtes naïfs. Et encore une fois, je comprends la pression que vous subissez. Vous subissez une pression de la presse. J'aime quand des journalistes disent « Ah, moi, je suis contre la violence ». Et parfois, les journalistes vont inviter à leur micro ou sur leur plateau ceux dont ils puissent dire « Ah, mais ceux-là ne souscrivent pas à la violence ». Vraiment. Vraiment. Connaissez-vous, vous, un pays, un État qui ne souscrivent pas à la violence? En connaissez-vous un seul? Des États qui se targuent d'être des États de droit. Vous pensez que les États de droit ne pratiquent pas la violence ailleurs?
les États-Unis à commencer, qui se targuent d'être un État de droit et qui vont, si vous voulez, rapidement taxer de terrorisme ou qualifier de terroristes ceux qui luttent, n'est-ce pas, pour leurs droits dans leur pays et qui vont utiliser les moyens pour faire mal à leurs oppresseurs, rapidement, ils vont dire ceux-là sont des terroristes. Mais y a-t-il d'États plus terroristes que les États-Unis ? Les États-Unis qui renversent, n'est-ce pas, des gouvernements populistes, qui les font assassiner, quitte à assassiner tout un pan de la population de manière non discriminée, comme ils disent, pourvu que leur idéologie soit respectée, ça, ce n'est pas de la violence. Ah bon? Vous traitez les Palestiniens de terroristes et l'État d'Israël est un État de droit qui ne pratique pas la violence, vraiment. L'État d'Israël qui se permet, par exemple, d'envoyer des drones pour tuer qui il veut, si cette personne-là, n'est-ce pas, ne fait pas son affaire. Les États-Unis font la même chose, la France fait la même chose. À combien de tentatives d'assassinat le colonel Goïta au Mali n'a-t-il pas échappé ? À combien de tentatives d'assassinat Fidel Castro n'a-t-il pas échappé? Alors, cette perversion du vocabulaire, quand quelqu'un lutte pour ses droits chez lui et qu'il se dit, si on veut que les choses changent, on doit faire mal à l'oppresseur là où ça compte pour lui. Bien sûr que les bien-pensants vont vous taxer de radicalisme. Bien sûr que les bien-pensants vont vous traiter de violent, mais qu'à cela ne tienne, on ne fait pas de révolution si on ne touche pas l'oppresseur là où ça fait mal. Et j'aime quand, malheureusement, à la suite du titre d'un article anglais, les gens parlent de cette accélération des changements sociaux, politico-économiques au Québec des années 60 en révolution tranquille. Eh bien, ces changements-là étaient tout sauf tranquilles. On posait des bombes dans des boîtes à mal. On assassinait entre autres ministres, on kidnappait des gens, on prenait les diplomates en otage pour provoquer des changements. Et vous me parlez de révolution tranquille, mais voyons donc les amis. On ne peut obtenir des changements souhaités qu'en frappant l'ennemi là où ça fait mal. Alors, revenons dans l'Haïti d'aujourd'hui. Les gangs kidnappent, les gangs assassinent, les gangs violent, les gangs vous rançonnent. Et il y a un certain nombre de questions qu'on néglige de se poser. D'où viennent les armes? Elles viennent toutes des États-Unis. Comment font-elles pour atterrir en Haïti? Elles passent soit par les ports privés qui appartiennent, n'est-ce pas, à ces oligarques malpropres qui ne payent pas les impôts, ou bien elles passent par la République dominicaine à travers la frontière. Donc la République dominicaine elle-même est complice. Et les douaniers qui les laissent passer parce que les véritables gangsters, ce sont ceux qui importent ces armes parce qu'ils en ont le droit, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils disposent, n'est-ce pas, de complices aux États-Unis. Personne ne se pose ces questions-là. On préfère garder, si vous voulez, la pression sur ces bandits à sa patte qui ont des armes de guerre entre les mains sans se poser la question de la provenance de ces armes, car 9 fois sur 10, ces armes-là sont importées, sont achetées par les bandits à cravate. On préfère donc critiquer les bandits à sa patte qui sont des salauds, ils ne sont pas des anges, pour éviter de penser aux bandits à cravate qui, eux, ont les moyens d'inonder le pays d'armes parce qu'ils veulent qu'Haïti demeure un enfer pour la majorité, alors que eux, y voient un paradis. Eh bien, je regrette de vous le dire. Si vous voulez provoquer un changement, ce n'est pas en organisant des marches pacifiques, en demandant que Ariel s'en aille. Depuis tout le temps que vous faites ces marches-là, ça n'a rien donné. Si vous voulez que les choses changent, ce n'est pas en vous rendant devant l'ambassade américaine pour réclamer que l'ambassade américaine, n'est-ce pas, lève ses sales bottes de notre cou. Non.
Quand on veut provoquer des changements, on attaque l'ennemi, on lui fait mal là où ça compte. Tout ce qui se brasse là en Haïti se brasse pour le pouvoir et l'argent. Tout ce qui se brasse là en Haïti se fait, n'est-ce pas, pour que les États-Unis, pour que le Canada, pour que la France continue à avoir, n'est-ce pas, la mainmise sur nos ressources naturelles. Ainsi donc, ces pays-là vont continuer à s'enrichir aux dépens de nos ressources, tandis que nos ressources nous échappent et notre population s'appauvrit. Ce n'est pas en organisant des marches qu'on change les choses, c'est en frappant l'ennemi là où ça fait mal. Identifiez ces oligarques-là qui ont des ports privés. Identifiez ces politiciens-là qui importent des armes. Identifiez ceux qui sont au pouvoir, qui ne sont nullement inquiétés par le phénomène du kidnapping, qui ne sont nullement inquiétés par le phénomène des viols collectifs, qui ne sont nullement inquiétés par cette violence, n'est-ce pas, qui gangrène la société. Identifiez-les et faites-leur du mal. Alors là, je vous entends, bande de lâches. Vous dites, ah oui, mais vous savez, c'est un appel à la violence. Ah oui? Pourquoi vous condamnez un seul type de violence? Il y a une réaction à la violence. Celle-là, elle est légitime. Quand vous avez un gouvernement qui fait de l'argent sur votre dos, quand vous avez un chef de police qui est payé et qui ne fout rien, quand vous avez un corps de police qui prend la fuite devant des gangsters, quand vous avez des politiciens qui font de l'argent sur votre dos, qui contractent des alliances seulement pour parvenir au pouvoir, non pas pour changer votre situation, quand vous avez les Michel Martelly, n'est-ce pas, s'associant aux ambassadeurs accrédités à Port-au-Prince, j'entends l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur des États-Unis, quand tous ces salauds-là s'associent pour vous maintenir, n'est-ce pas, dans un état de sous-humanité, la seule façon de changer les choses, c'est de leur faire du mal. Je vous regarde dans les yeux et je vous le dis. Il n'y aurait pas d'abolition de l'esclavage si nos ancêtres n'avaient pas compris cet élément fondamental. Pour changer les choses, il faut frapper l'ennemi là où ça fait mal. C'est ainsi qu'Israël a eu une nation. Et c'est ainsi aussi que les Palestiniens finiront par avoir un pays viable. C'est ainsi que les États-Unis se sont créés. C'est ainsi que la France a eu sa révolution. Ne venez pas me chanter les vertus de la paix. Alors que votre paix, c'est au fait de la résignation. Ne venez pas me dire, écoutez, on souscrit à la non-violence, alors que ce que vous appelez la non-violence, au fait, c'est la zombification. Non. À un moment donné, il faut faire mal à l'oppresseur là où ça compte. Nos ancêtres, dans la nuit du 21 au 22 août, ont foutu le feu partout. En un rien de temps, ils ont incendié des sucreries. En un rien de temps, ils ont foutu le feu dans des industries. En un rien de temps, ils ont foutu le feu, n'est-ce pas, dans des plantations de canne à sucre. Et ils ont transféré la peur. Jusque-là, c'est les esclaves qui avaient peur des maîtres. Mais là, à partir du 21 au 22 août, la peur va changer de camp. Boukman a donné le mot d'ordre que Macandal, une vingtaine d'années, avait donné avant lui, bout à blanc. C'est-à-dire, si vous voulez voir la fin de l'esclavage, si vous voulez mettre un terme à l'oppression, il faut rendre à l'oppresseur le mal qu'il nous a fait. Et ils ont commencé à exterminer l'oppresseur comme lui, autrefois, exterminait les Taïnos. Ils ont commencé à exterminer les esclavagistes comme ces derniers les ont exterminés, n'est-ce pas, quelques années avant. Et là, la peur a changé de camp. Imaginez le feu, imaginez le sang, imaginez, n'est-ce pas, le poison. Ils ont empoisonné les sources d'eau comme Macandal faisait auparavant. Et la terreur a changé de camp. Ce que j'aime, j'évoquais la question de vocabulaire. Quand c'est un pays occidental qui se bat pour ses droits,
on parle de patriotisme. Dans un pays non occidental, on va parler de nationalisme et de radicalisme. Mais là, quand les esclaves se sont révoltés contre les maîtres, vous savez comment on les a appelés? Les rebelles. Les rebelles. Si les journalistes étaient sains d'esprit, s'ils étaient justes, s'ils étaient objectifs, quelqu'un qui se bat pour ses droits, ce n'est pas un rebelle. Quelqu'un qui se bat pour ses droits, ce n'est pas un radical. Quelqu'un qui se bat pour ses droits, ce n'est pas un terroriste. Le véritable terroriste, c'est celui qui vole vos ressources. Le véritable terroriste, c'est celui qui vous empêche d'élire, n'est-ce pas, le bon candidat, celui qui va travailler pour votre bien-être. Le véritable terroriste, c'est celui qui vous impose, n'est-ce pas, ses politiciens à lui. Une autre leçon, c'est que pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait des leaders. Je dis bien des leaders. Une révolution qui fonctionne, c'est une révolution qui repose sur un collège de leaders. Souvent, lorsqu'on va parler du Bois Caïman et de ce qui s'est passé dans la nuit, n'est-ce pas, du 21 au 22 août, on va penser à Boukman, bien sûr, on va penser à Fatiman, Cécile Fatiman, mais bien sûr. Sauf qu'à bien y penser, le règne de Boukman n'a duré que très peu de temps, puisque Boukman va être assassiné en novembre. Imaginez, le congrès du Bois Caïman a eu lieu le 14 août, le soulèvement général a eu lieu 7 ou 8 jours plus tard, dans la nuit du 21 au 22 août, mais aussitôt que le mois de novembre, Boukman fut exécuté. Alors imaginez, si tout le mouvement de la révolte des esclaves reposait sur un seul homme et rien que sur un homme, à l'assassinat de Boukman, tout serait resté là. Tout serait mort dans l'œuf, pour ainsi dire. Non. Nos ancêtres ont compris quelque chose. Un mouvement qui dure, c'est un mouvement qui ne repose pas sur un homme. Un mouvement qui dure, c'est un mouvement qui repose sur une idée. Un mouvement qui dure, c'est un mouvement qui est enseigné à des groupes de gens qui sont eux-mêmes pétris de la nécessité de se battre, en sorte que, à chaque fois que quelqu'un meurt, un autre reprend le leadership. C'est ce qui va se passer. On va donc assassiner Boukman, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, en novembre de mémoire 91, le 7 novembre, n'est-ce pas, 1791, imaginez, Boukman n'a régné au fait que du 14 août au 7 novembre 1791. Mais Boukman, une fois décapité, Jean-François, Biassou, Toussaint Louverture ont repris le leadership car ils savaient, ces leaders-là, que la mort faisait partie des suites possibles de la lutte. Vous savez qu'il y a des leaders qui s'imaginent qu'ils peuvent faire une révolution, mais sans envisager la mort. Il y a des politiciens qui envoient des gens, si vous voulez, affronter les oppresseurs et qui attendent que les choses changent pour qu'eux viennent prendre le pouvoir. Ceux-là, ce sont des opportunistes. Ce ne sont pas de véritables leaders. Ce ne sont pas de véritables meneurs d'hommes. Pour qu'une révolution marche, il faut qu'il y ait un collège de leaders. Boukman, oui. Cécile Fatiman, oui. Jean-François, Biassou, Toussaint Louverture. Et à chaque fois que l'un d'entre eux tombait, un autre était déjà prêt pour prendre la relève. Ils n'avaient pas peur d'être jugés par l'histoire. Encore une fois, s'il s'agissait d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, suivis, n'est-ce pas, de tous ces pays laquais, comme la France, le Canada, n'est-ce pas, les Anglais, parleraient d'eux en termes de terrorisme. On dirait qu'ils sont des terroristes. Les États-Unis qui envoient un drone larguer une bombe sur un individu,
Ça, ce n'est pas du terrorisme. La France qui complote pour assassiner, n'est-ce pas, le colonel Gota à Mali, ça, ce n'est pas du terrorisme. Sauf que personne ne va appeler ça du terrorisme. On va appeler ça, n'est-ce pas, une frappe chirurgicale. Les États-Unis n'assassinent pas. Les États-Unis, n'est-ce pas, suppriment tel chef terroriste d'Al-Qaïda. Mon œil. Une révolution qui dure, c'est la deuxième leçon à tirer. C'est une révolution qui repose sur un collège de leaders. Malheureusement, dans nos pays, les révolutions n'aboutissent pas. Les réformes sociétales ne vont pas en profondeur. Pour quelle raison? À cause de la fameuse, si vous voulez, pathologie du culte de la personnalité. Tout repose sur un homme. Cet homme-là développe, si vous voulez, le complexe du Messie. Il s'imagine que sans lui, rien ne se fera, car c'est lui qui a, si vous voulez, le monopole de l'intelligence. C'est lui qui a le monopole, si vous voulez, de l'analyse politique. Et il ne songe pas à créer autour de lui un collège, n'est-ce pas, de leaders qui pourra le remplacer au cas où lui tombe. Imaginez, nous sommes en 1791. Pour intrépide qu'il fut, Boukman savait qu'il pouvait mourir. Et en effet, il est mort. Pour brave qu'il fut, Boukman savait qu'il pouvait mourir. Et l'histoire nous dit que cet homme n'a pas fui la mort, il a marché devant ses oppresseurs. Non sans en avoir exterminé une bonne poignée. Car il savait que la lutte ne finirait pas avec sa mort, qu'elle continuerait parce qu'il avait préparé une pépinière. Je regarde mon pays d'aujourd'hui. Je cherche ces leaders qui soient prêts à être traités de terroristes, qui soient prêts à être traités de rebelles, qui soient prêts à ce qu'on leur coupe leur visa, qui soient prêts à ce que les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, à ce que la France, à ce que le Canada, à ce que, n'est-ce pas, l'Angleterre, ces pays scélérats-là, ils n'ont pas peur que ces pays les mettent sur une liste noire. Ce qui compte pour eux, ce qui comptait pour eux, nos ancêtres, c'était la libération de leurs frères et sœurs. Alors qu'importe le jugement que l'histoire porterait contre eux, ils s'en foutaient. Ils avaient en vue la libération de leurs frères. Et donc c'est une deuxième leçon. Une révolution qui réussit, une révolution qui marche, c'est une révolution qui repose sur, si vous voulez, un collège de leaders. Mais s'il y a des leaders qui ne sont pas suivis par la masse, il n'y aura pas de révolution non plus. D'où l'importance, chers amis, de faire de la conscientisation, d'où l'importance de faire de la dézombification, d'où l'importance de faire de la vulgarisation des idées. Imaginez, les amis, nous sommes en plein cœur de l'esclavage. Comment les leaders ont-ils fait pour conscientiser la masse des 500 000 esclaves? Malgré les risques qu'ils ont, n'est-ce pas, encourus, malgré, si vous voulez, le risque d'être arrêtés, d'être pendus, d'être brûlés, car c'était ça qui leur était réservé. Ceux qui lançaient des révoltes, ils ont compris, nos ancêtres, les leaders, qu'il n'y aurait pas de révolution durable s'il n'y a pas une jonction entre le leadership et la masse. Imaginez, sur chaque plantation, il y avait quelqu'un qui était peut-être responsable de conscientiser les esclaves sur le fait que ce n'est pas normal d'être esclave, sur le fait que ce n'est pas normal d'être traité en chose, sur le fait que ce n'est pas normal d'être privé de ses droits, sur le fait que ce n'est pas normal d'enrichir l'autre, tandis que chaque jour on est de plus en plus pauvre. En sorte que, au signal donné, probablement lorsqu'on a soufflé dans le lambi, c'était souvent ça le signal donné. Chaque plantation avait compris que à ce signal-là, il faut faire ce qu'il faut faire, on fout le feu partout.
Malheureusement, les révolutions que nous souhaitons et qui sont souhaitables, ces nécessaires réformes dans nos pays n'aboutissent pas parce que nos soi-disant leaders ne se donnent pas la peine de connecter avec la masse. Ils ne se donnent pas la peine de communiquer avec la population. Ils ne se donnent pas la peine de conscientiser la population sur ses véritables droits. À force d'être en colère, ce que je suis en colère quand on me parle des pays amis et qu'il faut négocier avec les ambassadeurs, etc. Eh bien, souvent je vais rire. Pas parce que je ne suis pas en colère, mais je vais rire soit de la naïveté de la personne qui me parle de la nécessité de négocier. Mais quelle bassesse! Je suis chez moi dans mon pays. Je suis chez moi dans ce pays que mes ancêtres m'ont légué. Et vous avez des salauds qui portent le nom de diplomates, qui portent le nom d'ambassadeurs, qui portent le nom de corps groupe, qui nous imposent une situation infernale et vous me demandez d'aller négocier avec eux. Mais quelle lâcheté! On ne négocie pas avec son oppresseur, on lui fait mal, point. On ne négocie pas avec n'est-ce pas, l'oppresseur, on met tout en place pour qu'il quitte. Le signal était donné et la population a suivi. Vous savez, souvent, quand je regarde Haïti, je vois une population qui va dans telle direction et des gens qui se croient leaders, des gens qui se croient, si vous voulez, influenceurs, qui vont dans une autre direction. Et donc, ce sont comme deux chemins de fer qui ne se rencontreront jamais parce que la masse n'est pas convaincue par ces leaders-là, parce que la masse ne croit pas en ces leaders-là, parce que ces leaders-là ne sont pas crédibles. La masse sait que ces gens-là s'appellent leaders juste pour avoir le pouvoir et que parvenus au pouvoir, ils vont tout simplement enrichir comme les autres. Alors la masse ne suit pas. Quand la population ne suit pas, il ne peut y avoir de révolution. Et pour que la population puisse suivre, elle doit être convaincue de la légitimité de la lutte. Boukman tombe, Jean-François Biassou, Toussaint Louverture entre en scène et continue la lutte. Et ce que j'aime, nous sommes en 1791, nos ancêtres avaient déjà compris le principe de monnaie de change. Vous savez ce qu'ils ont fait, nos ancêtres? Ils ont arrêté un certain nombre de Blancs. Ils les ont enchaînés et ils vont se servir d'eux comme monnaie de change pour imposer leurs conditions à l'oppresseur. Ils ont pris captives des femmes, ils ont pris captifs des enfants, ils ont capturé des hommes. Et donc ils ont fait un beau butin de captifs et ils ont dit aux officiels français, nous avons dans nos prisons, nous avons dans nos cachets tel homme, telle femme, et si vous ne nous écoutez pas, nous allons les exterminer tous. Et vous savez quoi? On a dû les entendre. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein? Aujourd'hui, on kidnappe les gens de la population, pas vrai? Vous avez des bandits à sapate qui travaillent pour des bandits à cravate qui, eux, kidnappent les membres de la population. Et vous savez ce qu'on fait? On nous kidnappe, on nous décapitalise, n'est-ce pas? Car on est obligé de vendre, n'est-ce pas, vos cochons pour payer, si vous voulez, ces kidnappeurs-là, ces bandits à cravate. Car l'argent appartient effectivement aux bandits à cravate. Mais on peut renverser la situation. On sait où ils habitent, ces bandits à cravate. Ils ont des enfants, eux aussi. Ils ont des frères, eux aussi. Ils ont des femmes, eux aussi.
elles ont des hommes, elles aussi, car il y a des femmes là-dedans. Quand on se bat, on suit exactement les tactiques de l'oppresseur. L'oppresseur opprime, on va lui rendre son oppression. Il terrorise, on va lui rendre sa terreur. L'oppresseur kidnappe, eh bien lui aussi, il a des enfants. L'oppresseur, n'est-ce pas, prend en captivité les membres de la population, mais lui aussi a une femme. Il faut que la peur change de camp. Vous savez ce que je comprends? L'oppresseur est un lâche qui s'imagine qu'il n'y a que lui qui puisse répandre la peur. Mais si vous faites changer de camp la peur, l'oppresseur cédera. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont pris en captivité un certain nombre de Blancs. Et là, la pression venait de changer de camp. Je voudrais vous lire une rare lettre dont on n'entend presque pas parler, que Toussaint Louverture a écrite au nom de Jean-François Ebiassou, et qu'en pleine période de soulèvement général, donc quelque temps après, le 21 et le 22 août 1791, une lettre qu'ils ont envoyée aux autorités françaises de la colonie pour leur dire « Regardez, vous nous avez réduits en esclavage pendant plusieurs années, vous avez pensé que nous n'étions pas des hommes, nous vous avons enrichis pendant plusieurs siècles, basta, ça doit finir. Voici nos conditions. » C'est extraordinaire. Première condition, amnistie générale pour tous ceux qui se sont battus. Nous avons foutu le feu, nous avons exterminé quelques-uns d'entre vous. Notre première condition, si vous voulez que ça s'arrête, il faut qu'il y ait une amnistie. Donc pas question que nos soldats, nos combattants à nous, n'est-ce pas, soient jugés. Ils ont fait de la légitime défense. Vous savez, les États-Unis, tout en prétendant être un pays de droit, c'est un pays pervers. Vous savez, lorsqu'ils ont déclenché cette guerre illégitime en Irak en 2003, et que les Irakiens en réaction ont commencé, n'est-ce pas, par faire sauter des bombes, ont commencé par faire sauter, n'est-ce pas, des puits de pétrole, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à arrêter du monde partout. Et pour éviter que ces gens-là ne soient jugés, ils les ont envoyés quelque part à Guantanamo et ils ont forgé un terme. Ils ont parlé de combattants illégaux. Mais c'est des pervers. Hein? Vous savez, l'oppresseur est doué, il a une machine de scélérat pour produire de la perversion, des combattants illégaux. Vous entrez chez des gens sous de faux prétextes, le fameux prétexte d'armes de destruction massive, et personne n'a jamais été condamné aux États-Unis pour ce mensonge. Dick Cheney est là, Ronald Rumsfeld, n'est-ce pas, je crois, est mort de mort naturelle, George Bush est encore là, Tony Blair est encore là, tous ceux qui ont travaillé pour ces salauds sont encore là, ils sont entrés en Irak, tout le monde savait que c'était pour voler le pétrole des Irakiens. Et lorsque les Irakiens ont réagi, on les a appelés des combattants illégaux. Et donc, puisque c'était des combattants illégaux, ils devaient échapper au système de droit conventionnel. On les a envoyés à Guantanamo, où ils étaient pourchassés par des chiens, où ils étaient torturés, malgré le fait que les États-Unis sont signataires de la Convention contre la torture. Tout ça, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse bullshit, passez-moi l'expression. Et donc, quand on veut mener, n'est-ce pas, une révolution, certaines fois, ça vaut la peine de voir les armes que l'oppresseur a utilisées et d'utiliser exactement cette tactique et les tourner contre l'oppresseur. Deuxième condition, après l'amnistie générale, et encore une fois, j'ai reproduit cette belle lettre de Toussaint Louverture dans mon livre qui est à paraître, n'est-ce pas, le 1er octobre prochain. Deuxième condition,
la liberté générale de tous ceux qui sont dans l'esclavage. Vous voyez, contrairement aux Blancs qui se croient être les seuls humains, en disant nous tout ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire commerce avec tout le monde, on ne veut rien changer. Contrairement aux affranchis qui, eux, ont dit, nous là, on ne veut rien changer sinon que d'avoir l'égalité en matière de droit avec les Blancs, eh bien, les esclaves, eux, disent, enfin, les leaders disent, nous là, deuxième condition, fini l'esclavage. Fini l'esclavage. Et en effet, ils ne retourneront plus sur les plantations comme esclaves. Ils vont imposer leur volonté à un Sonthonax qui n'aura pas le choix que de proclamer, si vous voulez, l'affranchissement général des esclaves 2 ans plus tard. Ils ont dit libération générale des esclaves. Laissez-moi vous le dire. Ne comptez pas sur ceux qui profitent du système pour changer le système. Je vois là des espèces de profiteurs dans la situation d'Haïti qui parlent de transition, de rupture. Ils ne sont pas crédibles. Ils tirent avantage du système. Ils utilisent le mot transition de rupture pour parvenir au pouvoir, mais dès qu'ils seront au pouvoir, eh bien ça va être, n'est-ce pas, du pareil au même. Ils ne pourront pas faire des changements car ils tirent avantage, n'est-ce pas, du statu quo. Il n'y a que ceux qui subissent le système qui puissent changer le système. Il n'y a que les esclaves qui aient pu abolir l'esclavage parce que eux ont subi les méfaits de l'esclavage. Troisième condition. Vous savez, c'est pas pour rien qu'au début de l'émission, je vous ai rappelé que depuis le traité de Ryswick, n'est-ce pas, les Français et les Espagnols, après avoir volé le territoire des Taïnos, ils se sont séparés, ils se sont partagés tel un gâteau que le bon Dieu leur a donné. Ils se sont partagés la colonie. L'Est pour les Espagnols, l'Ouest pour les Français. Sauf que, à l'Est, il y avait aussi un système d'esclavage pratiqué par les Espagnols. Nos leaders ont dit, cette révolution qu'on fait là à Saint-Domingue, on ne la fait pas seulement pour ceux qui sont en esclavage dans l'Ouest. On veut avoir la garantie que ces conditions vont être respectées aussi par les Espagnols dans l'Est. Et vous aurez compris pourquoi, ça c'est très important. Lorsque Toussaint Louverture deviendra effectivement chef des armées dans la colonie à Saint-Domingue, il va faire la conquête de l'Est. Pour quelle raison? En 1800-1801, n'est-ce pas? En tout cas en 1799-1800. Pourquoi va-t-il faire la conquête de l'Est? Pour s'assurer que non seulement il y ait abolition de l'esclavage dans l'Ouest, ce qui est réglé depuis 1793, mais qu'il y ait aussi l'abolition de l'esclavage dans l'Est, parce que les Espagnols continuaient à maltraiter les frères noirs en les réduisant à l'esclavage. Donc vous notez la vue de l'esprit. Donc nos ancêtres n'étaient pas des sectaires, des gens qui faisaient du plaidoyer pro domo, des gens qui luttaient pour leur poche seulement. Ils avaient une vue grande, n'est-ce pas? Une vue universelle. D'ailleurs, ils vont aider par la suite d'autres libérateurs à aller abolir l'esclavage ailleurs. Alors, troisième condition, dans cette rare lettre dont je vous parle et que je reproduis dans mon livre, troisième condition, donc non seulement amnistie générale pour les combattants, on ne les appelle pas les rebelles, c'est des combattants pour la dignité humaine, abolition générale des esclaves, de l'esclavage, pardon, mais troisième condition, cette abolition-là doit être respectée aussi à l'Est. Et enfin, quatrième condition, nous voulons travailler. Mais nous allons désormais être des salariés. Oh là là, quels avant-gardistes que nos ancêtres. Nous allons désormais négocier nos revenus avec vous. Donc ça, c'est un syndicat avant la lettre. On va parler des Européens qui vont créer le principe de syndicat. Non, nos ancêtres ont créé ça bien avant. Ils ont dit, écoutez, nous allons nous asseoir avec vous
les propriétaires, et nous allons décider avec vous de nos revenus. Nous voulons travailler, mais nous allons revenir sur les plantations désormais comme des salariés. Oh là là! Ce manifeste est clair. On ne fait pas, et ça c'est un autre principe, on ne fait pas de révolution sans avoir un plan clair de ce que l'on veut. Nos ancêtres ont compris cela. Vous savez, souvent on fait des marches, on fait des manifestations, mais que voulez-vous? Personne ne sait. On est là pour faire danser des kalindas, pour s'amuser comme dans un carnaval. On ne fait pas de révolution sans un manifeste. Au Québec, n'est-ce pas, dans les années 60, il y a eu, n'est-ce pas, ce manifeste. Israël avait son manifeste. Voici ce qu'on veut. Lorsque, si vous voulez, la Palestine était sous le protectorat anglais, eh bien, les révolutionnaires, les sionistes israéliens avaient un manifeste. Nos ancêtres avaient un manifeste en 4 points. 1. Amnistie générale pour nos combattants. 2. Abolition de l'esclavage. 3. Abolition de l'esclavage, pas seulement à Saint-Domingue, mais également à Santo Domingo dans l'Est. Et 4. Négociation de salaire pour les anciens esclaves qui sont désormais des travailleurs. Une fois qu'on fait ça, on est en mesure de réaliser la révolution. C'est tellement beau ce qui s'est passé le 21, du 21 au 22 août. On fait mal à l'oppresseur là où ça compte, c'est la première leçon. Une révolution a besoin de leadership, même s'il y a une tête de pont, une révolution ne doit jamais se reposer sur une seule personne. Pour qu'une révolution aboutisse, la masse doit faire sienne, si vous voulez, les idées qui sont promues par les leaders. Pour qu'une révolution marche, il faut avoir des monnaies de change. Suivre les tactiques de l'oppresseur et tourner ces tactiques contre lui. L'oppresseur kidnappait les gens pour les rendre esclaves et désormais, nos ancêtres ont kidnappé des femmes, des hommes et des enfants pour les utiliser pour faire changer de camp, pour faire changer de camp à la peur. Et enfin, on ne fait pas de révolution sans un manifeste clair. 4 points. Voici ce qu'on veut. Reprenez l'histoire générale. Les révolutions qui aboutissent ont toujours un manifeste. Point 1, on veut ça. Point 2, on veut ça. Point 3, on veut ça. Point 4, on veut ça. Et sans ces points-là, on chamboulera tout. C'est peut-être pour cela que nous n'avons pas encore cette souhaitable révolution en Haïti. Que voulons-nous? Ah oui, on veut changer le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Foutaise. Changer le système. C'est trop vaste, cela. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une transition de rupture. Ouf, gros français. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous notez que accord de Montana, accord de Penn, accord de cela, ce sont tous des politiciens qui veulent parvenir au pouvoir, se remplir les poches, organiser des élections et s'assurer qu'ils sont directement ou indirectement au pouvoir. Non. Dans cette école du 21 au 22 août 1791, il y a des leçons fondamentales à apprendre pour réaliser une révolution. J'espère vous avoir été utile, j'espère que vous pousserez plus loin les quelques idées que j'ai partagées avec vous. Et une bonne façon de faire cela, c'est en lisant mon livre, en le précommandant. Toussaint Louverture, n'est-ce pas? Le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Précommandez-le sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com et soyez imbus, soyez pétris de ce que nos ancêtres ont fait et surtout transposons
ce qu'ils ont fait hier dans notre réalité d'aujourd'hui. Je vous invite à liker, c'est pas compliqué, liker. Je vous invite à partager dans vos réseaux respectifs ce qui se fait sur cette chaîne, c'est gratuit. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si c'est fait, recrutez des gens pour s'abonner. Nous voulons atteindre le chiffre magique de 100 000 abonnés d'ici à quelques mois. Merci d'avoir été là. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir. À la semaine prochaine. Bonne révolution. Vive Haïti! Vive la révolution! Et je vous invite à dire la même chose pour vos pays respectifs. Vive la révolution. Au revoir.